Bienvenue dans ce nouveau podcast présenté par Popex. Pour ce nouvel épisode, nous sommes en compagnie de Louise Laperche, avocate en droit public, en droit administratif et en droits fondamentaux à Liège. Bonjour Louise. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous allons aborder ensemble la question du terrorisme, mais selon un angle spécifique. Oui, tout à fait. Donc, en tant que praticienne et aussi scientifique dans le domaine du droit public et des droits fondamentaux, je ne suis donc ni criminologue, ni pénaliste. Et donc, l'angle qui m'intéresse, c'est vraiment comment est-ce que le terrorisme, finalement, interroge l'action de l'État, les limites entre les droits fondamentaux, leur protection en tout cas, et leur exercice. C'est vraiment ça, finalement, l'angle d'attaque qui m'intéresse. Alors la première question que j'ai envie de te poser est comment pouvons-nous définir le terrorisme ? D'un point de vue théorique, mais aussi juridique, le droit belge donne-t-il une définition du terrorisme ? Alors, les États sont tous d'accord. À l'ONU, il y a beaucoup de déclarations à propos du terrorisme en disant que c'est un fléau qu'il faut endiguer. Mais les États, entre eux, ne sont pas toujours d'accord sur cette définition du terrorisme. Alors, il y a une définition finalement générique sur laquelle tout le monde est plus ou moins d'accord. C'est le recours à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation, les menaces. Donc on voit que ce n'est pas une simple violence, il y a une idéologie derrière un objectif politique. Cette violence est généralement dirigée soit contre des civils de manière soit ciblée, soit aléatoire, ou alors cette violence peut être dirigée contre les institutions. Une chose qui est importante aussi, c'est que le terrorisme, ce n'est pas un conflit armé entre deux États, entre deux groupes belligérants. Et donc, il y a toujours la limite à faire de savoir est-ce qu'on est dans un droit en temps de paix ou en temps de guerre. Et c'est notamment une question auquel les jurés du procès des attentats de Bruxelles devront répondre. Ce qui est important aussi dans la définition, j'ai envie de dire, générique du terrorisme, c'est que le terrorisme aussi est vu comme une menace pour les droits et libertés, la vie en société, pour le vivre ensemble, pour l'état de droit, et donc ça interroge aussi beaucoup le contrat social entre les institutions et la population. Alors en droit belge, nous avons deux définitions du terrorisme, selon finalement la finalité de la loi qui le définit. Une première définition, c'est la loi du 30 novembre 1998 qui concerne les services de renseignement et de sécurité. Et pour elle, le terrorisme est le recours à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels. Et donc c'est exactement la même définition que je viens de vous dire, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces, en ce compris le processus de radicalisation. J'y reviendrai. Il y a une autre définition du terrorisme, et celle-là, on peut la trouver dans le code pénal pour savoir qu'est-ce qu'il est interdit de faire ou non. Et donc, il y a tout un groupe d'infractions terroristes en droit pénal belge, et il y a une définition en fait à l'article 137 du code pénal qui précise qu'une infraction terroriste, c'est une infraction qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale. Elle doit être commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population, ou elle doit être commise toujours intentionnellement dans le but de contraindre indûment les pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou alors l'autre but qu'elle peut poursuivre, c'est de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales, politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale. Donc on voit que finalement la définition du code pénal est beaucoup plus précise, beaucoup plus complexe aussi. On voit qu'il y a toute une série de conditions cumulatives à remplir. Et alors là, c'est la définition générique de l'infraction terroriste, mais après le code pénal dit explicitement quels sont les comportements qui sont réprimés, comme par exemple les meurtres, comme par exemple la destruction de biens matériels, comme par exemple les enlèvements, etc., etc. Par rapport à ces définitions, comment distinguons-nous, en droit belge, le terrorisme de l'extrémisme ? Et aussi du radicalisme, une notion que, j'entends, tu mobilises aussi.
Alors la radicalisation et l'extrémisme sont deux termes qu'on retrouve dans la loi de 98, donc la première que j'ai citée sur les services de renseignement, mais qu'on ne retrouve pas dans le code pénal. Donc ce sont des termes en fait qui permettent de définir quelles sont les missions de ces services de renseignement, mais qui ne sont pas forcément des infractions pénales. Donc ce n'est pas interdit d'être extrémiste, par exemple. Alors le processus de radicalisation est défini comme étant un processus influençant un individu ou un groupe d'individus, de telle sorte que cet individu ou ce groupe soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes. Donc on voit que c'est un peu le processus d'endoctrinement, de préparation, de recrutement, où là on dit on n'est peut-être pas encore dans l'infraction terroriste, bien que certaines infractions terroristes peuvent être aussi la préparation, le recrutement, etc. Mais le processus de radicalisation, on va dire, il est encore antérieur et c'est vraiment un ensemble d'actes. Et là, l'OCAM ou la Sûreté de l'État, dont on parlera tout à l'heure, sont compétents pour finalement surveiller ce processus de radicalisation. Et l'extrémisme est défini par cette loi par des conceptions ou des visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires, totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, qui sont contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'état de droit, en ce compris le processus de radicalisation. Donc on voit que le terrorisme, finalement, ce sont des infractions où on recourt à la violence, on passe à l'acte, alors que l'extrémisme, ce serait plutôt une prédisposition au niveau de la visée idéologique, de la visée politique, l'aspect finalement politique des infractions terroristes. On voit que tout ça est lié d'une certaine manière, mais à nouveau c'est lié uniquement pour justifier les missions des services de renseignement, mais ce n'est pas défini de manière suffisamment précise que pour que ce soit des infractions pénales. Un individu peut-il être sanctionné s'il n'est pas terroriste, mais s'il organise ou s'il met en place un processus de radicalisation d'autres personnes? Par exemple, je pense à un influenceur, un gourou ou un maître à penser politique ou religieux. Alors là, au niveau du droit pénal, on voit que historiquement, avant, ce qui était réprimé, c'était les infractions, on va dire, au sens strict, le recours à la violence en tant que tel. Et puis le législateur s'est dit, mais non, on ne peut pas attendre le passage à l'acte, il faut qu'on puisse intervenir à un stade antérieur. Et donc le code pénal belge punit notamment l'incitation à commettre des infractions terroristes. Donc cet influenceur pourrait être réprimé. Avant, il ne condamnait il ne réprimait, que l'incitation directe, puis c'est devenu l'incitation directe et indirecte à commettre des infractions. Maintenant, on a juste changé en disant l'incitation tout court, mais on sait que ça comprend à la fois l'incitation directe ou indirecte à commettre des infractions terroristes. Le code pénal réprime aussi la préparation, le recrutement et toute une série d'infractions qui ne sont plus le recours à la violence en tant que tel, comme par exemple se faire donner des instructions ou suivre une formation en vue de commettre une infraction terroriste. Donc on peut pas juste dire mais tiens je veux un camp d'entraînement. Si on sait que c'est en vue de commettre une infraction terroriste, qu'on a cet objectif derrière la tête, c'est une infraction en tant que telle. Pour donner un autre exemple qui n'est pas réprimé, si dans mon fort intérieur je me dis par exemple anarchiste, je dis voilà il faut absolument supprimer les institutions de l'État. Peut-être que je l'écris sur un papier, peut-être que j'en ai parlé à un ami une fois en disant écoute moi je suis vraiment une anarchiste, je suis contre les institutions étatiques. La Sûreté de l'État pourra dire mais tiens elle je vais la surveiller. Elle correspond au profil extrémiste, mais par contre, le procureur du roi ne pourra pas me poursuivre et dire « elle a commis une infraction parce qu'elle a parlé à quelqu'un de son idéologie anarchiste, elle n'a pas incité à commettre une infraction terroriste, elle n'a pas recruté quelqu'un pour commettre une infraction terroriste, elle n'envisage même pas de le faire, c'est son idéologie, mais c'est ça un peu la différence entre les deux. » Tu parlais d'incitation directe et indirecte. C'est quoi, par exemple, une incitation indirecte ? Une incitation indirecte, ça peut être par exemple, pour reprendre l'affaire, c'était une affaire en droit français où eux ils qualifient ça d'apologie du terrorisme, mais c'est la même chose.
il y avait Monsieur Rouillant, un ancien membre d'Action Directe, qui avait qualifié des djihadistes de personnes courageuses, en disant que leur acte était courageux. Alors ce n'est pas une incitation directe à commettre une infraction terroriste, mais le fait de les présenter comme étant des personnes courageuses et qu'on puisse avoir une vision finalement positive de ces personnes-là a été qualifié d'incitation indirecte, d'apologie du terrorisme. Quel est le profil type d'un terroriste ? Il y a une variété de personnes qui sont condamnées pour des infractions terroristes, notamment parce qu'il y a une variété d'infractions terroristes. Les terroristes, ce ne sont pas seulement les personnes qui se font exploser, qui commettent des assassinats, etc., qui prennent les armes. On peut être condamné pour une infraction terroriste quand on est une mère de famille dont la fille ou le fils est parti en Syrie, lui passe un coup de téléphone pour lui demander de payer 500 € pour les frais médicaux de leur enfant là-bas, et alors on est condamné pour financement d'une organisation terroriste en disant « vous avez envoyé de l'argent à Daesh ». Donc ça, c'est une personne qui peut se faire condamner pour une infraction terroriste et rentrer dans cette case terroriste. Maintenant, dans les personnes qui sont djihadistes en tant que telles, ou les personnes qui partent en Syrie, pour prendre cet exemple-là du terrorisme islamiste, il y a beaucoup de chercheurs maintenant qui commencent à avoir un peu plus de recul sur qui est parti et pourquoi sont-ils partis. Et les motivations sont très diverses, les profils sont très divers, mais aussi ce n'est pas parce qu'on a le profil idéal qu'on va forcément passer à l'acte et partir. Pour prendre un exemple, on dit il y a énormément de convertis parmi les djihadistes, mais ce n'est pas parce qu'on se convertit à l'islam qu'on devient djihadiste. Ça paraît évident à dire, mais c'est vrai que quand on dit il y a 30% de convertis parmi les djihadistes en Syrie, il n'y a évidemment qu'une proportion infinitésimale de convertis qui font partie de ces 30% de djihadistes. Donc au niveau du fichage, je pense que c'est un réel défi pour les services de renseignement de ficher quelqu'un en disant mais tiens, ça c'est quelqu'un de violent, c'est un délinquant qui en plus est musulman, ce n'est pas forcément un terroriste en puissance. Donc ça aussi c'est extrêmement important de le signaler en fait. On n'a pas une science prédictive absolue en matière de terrorisme. Oui, à l'inverse, j'imagine qu'il y a des personnes qui n'ont jamais été suspectées, qui n'ont jamais manifesté des comportements violents, mais qui peuvent aussi basculer du jour au lendemain dans le terrorisme. Oui, tout à fait. On a des profils, notamment au niveau de l'État islamique, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une très grande organisation, et donc il y a une très grande variété de profils qui ont été recrutés. On a des profils universitaires, on pense notamment aux auteurs de l'attentat du 11 septembre 2001, on a des personnes, pour rester à cette période-là, Oussama Ben Laden, qui venait d'une famille extrêmement riche et qui s'est appauvrie pour vivre dans l'ascétisme le plus total, alors que d'autres, finalement, font une carrière délinquante et prennent le terrorisme comme prétexte pour faire de l'argent. Ils disent moi je vais rejoindre le front Al-Nusra parce que là je vais tenir un pipeline, je vais être payé extrêmement bien, je vais avoir une maison, je vais avoir une femme, plusieurs femmes éventuellement, et je vais accéder à un statut social que je n'avais pas dans mon pays d'origine. Donc on voit que par exemple ce profil-là est très opposé à celui d'Oussama Ben Laden, et pourtant ils sont tous dans la case terroriste islamiste. D'où l'importance aussi d'avoir toutes ces informations et ces études sur le radicalisme en tant que processus et de suivre donc l'évolution des individus dans le temps. C'est ça, mais en même temps il n'y a pas de profil type, donc on voit que pour les cadres il y a un certain type de profil et encore c'est compliqué, alors que pour les personnes qui portent les armes c'est un autre type. On voit qu'il y a eu énormément de personnes qui ont été recrutées notamment pour la communication de Daesh, et donc c'est parfois des gens qui passent complètement sous les radars et qui sont extrêmement puissants et qui ont un impact extrêmement fort dans la chaîne de causalité finalement pour arriver jusqu'à une infraction terroriste. Mais n'y a-t-il tout de même pas des similarités je pense par exemple à un sentiment de malaise identitaire, de marginalisation ou de rejet de la société, de fermeture aux autres? Si, ça, ce sont certains profils correspondent à ça, mais d'autres pas du tout. Et donc c'est ça qui est parfois un peu décontenançant. Alors on a abordé la question de la définition du terrorisme, de l'extrémisme et du radicalisme. Mais concrètement en Belgique, le terrorisme, ça représente combien d'organisations ? Combien de personnes sont suspectées d'être dans un processus de radicalisation ou sont accusées aujourd'hui d'actes terroristes ?
Alors ça, au niveau quantitatif, j'avoue que ça dépasse complètement mon domaine de compétences. On sait quand même aussi que selon l'actualité, la surveillance est plus ou moins accrue de certaines populations, de certains types de personnalités. On a vu aussi une grande différence, par exemple, dans les condamnations des juges qui étaient saisis d'affaires terroristes avant et après les attentats de Bruxelles, avant et après les attentats du musée juif, etc. Et donc, on voit que l'actualité, finalement, influe l'action de l'État dans la répression ou la surveillance du terrorisme. Est-ce que cela signifie que depuis les attentats de Bruxelles, on qualifie plus rapidement qu'avant une personne de terroriste ? En tout cas, on la condamne plus lourdement, ça peut être attesté, alors qu'à une certaine période, on pouvait parfois minimiser certains faits. Là, on se dit, tiens, certaines personnes ont réussi à passer à travers les mailles du filet, il faut redoubler de vigilance. Et donc les institutions aussi, dès qu'il y a une attaque sur le sol national, ça c'est assez attesté de voir qu'il y a une surveillance plus grande et plus sérieuse en tout cas. Tout à l'heure, tu évoquais une personne se présentant comme anarchiste. On a souvent tendance, et peut-être à tort, à assimiler le terrorisme, et c'est peut-être une vue d'esprit déformée par les médias et par l'actualité, mais on a souvent tendance à assimiler le terrorisme à la sphère religieuse. Mais en fait, il y a différentes natures du terrorisme. Oui, tout à fait. Donc le terrorisme, c'est un des nombreux noms que les États, une fois que les États-nations en fait, sont apparus, ont commencé à définir leur ennemi. Quand l'ennemi n'est pas un autre État, comment le définit-on ? Il y a eu les traîtres, puis il y a eu les anarchistes, puis le terrorisme, c'est vraiment un terme qui est devenu très courant à partir du XXe siècle, donc c'est un terme finalement assez récent qui sème la terreur. Aujourd'hui, on pense beaucoup évidemment au terrorisme islamiste, aux djihadistes, mais si on parlait terrorisme dans les années 70-80, on aurait une toute autre vision du terrorisme, où là, c'était plutôt des groupes comme les Brigades Rouges, par exemple, ou Action Directe qui faisaient parler d'eux, mais il y a aussi le terrorisme d'extrême droite qui a aussi fait parler de lui dans l'actualité récente également. Donc le terrorisme n'est pas l'apanage d'une seule religion ou d'une seule branche politique. Donc il n'y a pas que les anarchistes qui sont des terroristes, mais finalement c'est un recours à la violence pour des motifs idéologiques ou politiques, quels qu'ils soient. D'ailleurs, quand on parle du terrorisme islamiste, on dit, tiens, on se pose la question, est-ce que c'est une radicalisation de l'islamisme ? Donc, est-ce que ce sont des personnes musulmanes qui deviennent violentes et passent à l'acte violent et deviennent djihadistes ? Ou est-ce que c'est plutôt une islamisation de la radicalisation, où ce sont des personnes finalement déjà violentes, qui sont déjà révoltées contre les institutions et qui prennent un prétexte de la religion pour s'engager dans le djihadisme ? Ça, il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Connais-tu les proportions des types de terrorisme qui existent aujourd'hui en Belgique ? Sommes-nous confrontés à un terrorisme d'extrême droite qui monte ces dernières années, ou les phénomènes sont-ils stables dans le temps ? Quelle est un peu la réalité du terrain ? Alors au niveau du terrain, c'est vrai que la majorité des poursuites de ce dont j'ai connaissance, donc c'est totalement subjectif, on est toujours encore très fort centré sur le terrorisme islamiste et notamment Daesh, que ce soit les personnes qui rentrent aussi de Syrie, les personnes qui sont parties, donc c'est très fort dans l'actualité belge. Mais il y a évidemment d'autres personnes qui sont sous surveillance, mais évidemment le problème c'est que quand les personnes sont sous surveillance mais qu'elles ne sont pas encore condamnées, on n'a pas, nous en tant qu'avocats, déjà prise sur le dossier. C'est finalement, je pense que c'est les services de renseignement qui sont les mieux placés pour savoir qui ils surveillent, puisque ça reste secret en général. Depuis le début de la discussion, nous avons évoqué les services de renseignement, la sûreté de l'État. En Belgique, quels sont les organismes ou quelles sont les institutions qui sont compétentes pour traiter des enjeux liés à la sécurité et au terrorisme ? Alors les deux acteurs dont on entend le plus parler, c'est l'OCAM et la sûreté de l'État. Donc ce sont deux groupes qui font partie des services de renseignement intérieur de l'État. Mais il y a aussi d'autres institutions qui s'intéressent au terrorisme. Le terrorisme, c'est beaucoup plus large. Et notamment, il y a des institutions qui s'intéressent plutôt à la prévention ou aussi à ce qu'on appelle la déradicalisation. Donc c'est essayer de faire sortir des personnes du processus de radicalisation ou des personnes qui ont été condamnées pour essayer de leur faire finalement changer d'avis, changer d'idéologie. Donc en communauté française, je pense par exemple au travail du CAPREV qui est assez important à ce niveau-là.
Des organismes comme la Sûreté de l'État et l'OCAM, en fait, ils sont responsables devant quelle institution ? À un moment, ils doivent bien rendre des comptes. J'imagine qu'on ne peut pas qualifier tout le monde et n'importe qui de terroriste. Alors formellement, la Sûreté de l'État notamment relève du pouvoir exécutif. Donc ce n'est pas le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir exécutif. Donc formellement, ce sont des autorités administratives. Mais en raison de leur travail, où la plupart des informations qu'ils sont amenés à traiter sont des informations classées. Ils sont contrôlés non pas par le comité P, donc le comité permanent P, c'est le comité qui contrôle la police. Au niveau des services de renseignement, nous avons le comité permanent R, qui est un comité qui contrôle les services de renseignement. Et ce comité est un organe parlementaire. Donc on voit que c'est le pouvoir législatif finalement qui va contrôler ces services-là du pouvoir exécutif. Ce n'est pas le pouvoir judiciaire qui contrôle ce que fait la Sûreté de l'État ou ce que fait l'OCAM, c'est ce fameux comité R. Alors ce comité R peut poser question, c'est un comité qui est composé de très peu de personnes et qui travaille de manière tout aussi opaque que les services qu'il contrôle. Par exemple, quand un citoyen veut former une plainte sur le fonctionnement de la Sûreté de l'État, il peut le faire. La loi prévoit qu'on peut déposer une plainte au comité R, mais le comité R, bien souvent, va juste répondre à cette plainte en disant « Ben voilà, oui, en matière de données à caractère personnel, on a contrôlé votre dossier, le contrôle a été fait, mais on ne peut pas vous en dire plus, donc on ne connaît pas les conclusions de leur rapport. » Ou alors, on nous convoque pour assister, pour consulter un dossier, mais on voit que toutes les informations, finalement, les plus sensibles et les plus utiles ont été biffées, et donc on a finalement accès à rien quand on est quelqu'un qui veut se plaindre des services de renseignement. Les recours du citoyen sont vraiment très, très pauvres, ça il faut l'admettre. Mais le comité R est un organe qui est donc responsable devant le Parlement, qui doit aussi s'expliquer devant des parlementaires, et il publie régulièrement des rapports. Et donc certains rapports sont publiés sur le site du comité R. Donc quand je dis qu'il travaille de manière opaque, ça c'est finalement la plupart du temps, mais certaines informations qui sont dignes d'intérêt pour le public sortent en tout cas, soit en débat parlementaire, soit sur leur site internet. Donc la Sûreté de l'État et l'OCAM, ils disposent d'une liste de personnes mises sous surveillance. Mais doivent-ils justifier au comité R pourquoi ces personnes sont surveillées ? Et une fois sur la liste, est-ce qu'on y est entre guillemets pour toujours ? La liste est-elle, elle aussi, contrôlée ? Par exemple, une fois qu'on est sur cette liste, en général, on ne le sait pas. Donc la question du contrôle est aussi problématique à ce niveau-là. Pour faire le parallèle avec une autre autorité administrative, on va dire une autorité lambda, quand elle prend une décision à notre encontre, elle nous la notifie, donc par écrit, on reçoit la notification d'une décision. Et cette décision fait l'objet d'un recours au Conseil d'État. On a la mention des voies de recours. Et puis, si on veut avoir accès à un dossier qui nous concerne ou même qui ne nous concerne pas, on peut demander un accès au dossier devant n'importe quelle autorité administrative. Je peux demander à la ville de Liège, est-ce que vous pourriez me faire est-ce que je pourrais avoir accès au dossier sur, je sais pas, le comité de quartier de tel quartier de Liège ou ce genre de choses. Et le principe est la transparence administrative, alors qu'au niveau des services de renseignement, le principe c'est plutôt le secret, l'opacité, et donc on ne sait pas si on est sur cette liste. Ça, c'est la chose la plus importante à savoir. Maintenant, savoir comment est-ce qu'ils travaillent de concert avec les parlementaires, sachant que tout est secret, les parlementaires qui auraient accès à cette liste, qui pourraient la demander, je parle toujours au conditionnel parce que c'est vraiment des choses sur lesquelles je travaille moins, sont aussi, eux, tenus à une obligation de secret, donc ne pourraient pas révéler qu'il y a sur cette liste. Et puisqu'on ne sait pas si on y est ou pas, forcément, on ne sait pas demander à être retiré de cette liste. On ne sait pas quelles sont les informations auxquelles a eu accès la Sûreté de l'État pour justifier notre inscription sur cette liste. Donc voilà, c'est assez vague. Finalement, les seules personnes qui sont sûres d'être sur cette liste, c'est des personnes qui ont déjà été condamnées pour terrorisme, et elles savent qu'elles continuent d'être surveillées, mais les autres qui ont un casier judiciaire vierge ne savent pas du tout si elles sont sur cette liste ou pas. Alors, je te pose la question pour te faire réagir, mais c'est pas anormal, c'est dans la nature même des services de renseignement d'être secret. Même si cela pose des questions vis-à-vis des droits fondamentaux, on imagine mal prévenir un individu suspecté d'actes terroristes. Donc ça, on pourrait le dire de cette manière-là. Maintenant, ce qui nous revient comme avocats de terrain, c'est que certaines personnes
voient qu'elles sont surveillées, s'en rendent compte, je n'irai pas jusqu'au terme harcèlement, mais parfois si, on voit que les services de renseignement sont parfois assez peu discrets sur la surveillance qu'ils ont envers ces personnes, ça leur cause un préjudice, et le fait de subir un préjudice du fait de cette surveillance sans pouvoir y mettre un terme, ça c'est vraiment interpellant au niveau de l'état de droit, parce qu'on ne sait pas contrôler si les services de renseignement finalement font bien leur travail conformément à la loi. Le fait de ne pas avoir recours à un organe judiciaire, de ne pas avoir de moyens intermédiaires entre le secret et la transparence, je pense qu'on pourrait peut-être sans doute trouver quelque chose pour que la liberté et la sécurité puissent être préservées. Le but ici n'est pas de critiquer la sûreté de l'État. Alors dire ça c'est juste de l'extrémisme, ça c'est juste du terrorisme, où est la frontière entre les deux et comment ne pas tout mélanger ? Ne pourrait-on pas être tenté de qualifier des individus extrémistes de terroristes pour pouvoir appliquer une série de contrôles et d'actions à leur encontre ? Alors, en fait, d'un côté, les services de renseignement, parfois ça les arrange qu'on reste uniquement dans la case extrémisme sans passer dans la case terroriste pour autant. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on passe dans la case terrorisme et qu'on va vers des poursuites au parquet, les personnes peuvent avoir accès à leur dossier, peuvent contester tout ce qu'il y a dans le dossier, peuvent contester la qualification de terroriste en disant « mais non, je n'ai pas commis cette infraction, c'est à vous de prouver que j'ai commis cette infraction » et peuvent bénéficier d'un acquittement qui finalement permet de dire au vu et au su de tous je ne suis pas coupable de ce dont on m'accuse. Par contre, quand on est dans la case uniquement extrémisme et pas terrorisme, on reste dans l'opacité la plus totale, il n'y a pas d'instruction pénale qui est ouverte, il n'y a pas de procès pour sortir de cette case-là, alors qu'il y en a pour sortir de la case terrorisme, pour faire le parallèle. Et pour vous parler d'un cas très concret, il y a une affaire qui est aujourd'hui pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme, où le Conseil d'État a demandé un avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la toute première affaire en Belgique qui fait usage de cette procédure, à propos d'un agent de sécurité qui s'est vu retirer sa carte de sécurité au motif qu'il serait salafiste scientifique. Et donc, la Sûreté de l'État l'a qualifié comme tel, en disant mais le salafisme c'est un courant extrémiste, alors monsieur n'a pas commis d'infraction, c'est un courant non violent, donc le courant scientifique, on l'appelle aussi quiétiste, c'est un courant non violent, on n'est pas du tout dans le terrorisme, on ne l'assimile pas du tout aux djihadistes, mais par contre ça nous fait nous interroger sur sa capacité à respecter les droits fondamentaux, sur son intégrité morale, etc. Et donc, on va lui retirer sa carte de sécurité. Et là, justement, le Conseil d'État a posé une question à la Cour européenne des droits de l'homme pour savoir comment, finalement, concilier les objectifs du législateur d'avoir des agents de gardiennage qui soient bien sous toutes les coutures et en même temps quelqu'un qui serait, parce qu'il le conteste, serait d'une obédience religieuse extrémiste. Et donc là, on voit finalement la limite entre le procès pénal où c'est à l'État de prouver qu'on a commis une infraction et les services de renseignement qui peuvent avoir une qualification d'extrémiste ou de radical ou ce genre de choses, sans basculer du côté pénal, mais tout en pouvant quand même transmettre des informations à des autorités administratives pour retirer des avantages et ici interdire l'exercice d'une profession, ce qui est quand même assez grave comme mesure. Tu disais, on parle d'un mouvement spécifique, mais est-ce que l'État belge classe, en fonction de certains critères, des mouvements comme appartenant au terrorisme, et donc toute personne qui s'en approcherait serait directement qualifiée de terroriste parce qu'elle participe à une organisation terroriste? Alors oui, les organisations terroristes, il y a des listes par exemple au niveau international. Donc par exemple l'État islamique, c'est une organisation dite terroriste. Et donc tous ceux qui sont membres de l'État islamique sont des terroristes. C'est ça. Donc, mais le droit belge, par contre, comparativement à d'autres États, ne sanctionne que la participation aux activités d'un groupe terroriste. Et la participation, ça peut être très large, mais il faut avoir commis quelque chose, pas juste pris sa carte de membre, entre guillemets. Alors que d'autres États, comme l'Allemagne, le fait d'appartenir à un groupe dit terroriste est suffisant pour être puni. Donc là, j'ai un autre exemple d'un client où l'État allemand l'accusait d'être membre du DHKPC. Il a obtenu le statut de réfugié en Belgique il y a plus de 20 ans, justement parce qu'il était réprimé en Turquie pour ses activités politiques de gauche. Il est arrivé en Belgique, il a eu son statut de réfugié. Quelques années plus tard, les Allemands ont dit « Mais non, vous avez distribué des tracts pour aller à un concert, on sait que vous êtes membre du DHKPC. » Donc c'est pas du tout
c'est pas du tout le financement d'une organisation terroriste, etc. On lui reprochait des choses très banales finalement. Et alors en Belgique, après, la Belgique s'est dit mais est-ce qu'on doit lui retirer ou pas son statut de réfugié parce que l'Allemagne considère que l'appartenance au DHKPC est une infraction terroriste parce que dans son casier judiciaire, donc, on cochait la case terrorisme, c'était une infraction terroriste au sens du droit allemand, et finalement la Belgique a décidé de ne pas lui retirer son statut de réfugié, mais aussi parce qu'en Belgique, le DHKPC avait été jugé comme n'étant pas une organisation terroriste, le DHKPC en Belgique. Donc on voit aussi qu'une organisation particulière peut au niveau international être terroriste. Par exemple, le DHKPC en Turquie a commis des actes de violence très graves, mais le DHKPC en Belgique, voilà, il y a une autre interprétation et on voit ça finalement dans beaucoup de cas où des groupes finalement d'opposants politiques peuvent parfois recourir à la violence, être qualifiés de terroristes, mais continuer à travers une diaspora internationale à se réunir sous ce même nom sans plus avoir jamais de visée terroriste. Peut-être une dernière question avant de passer à ta pratique, toi en tant qu'avocate. Une fois qu'on est suspecté d'être un terroriste, j'imagine qu'il y a tout un tas de possibilités qui s'ouvrent pour les services de renseignement, pour contrôler les messages qu'on envoie, les personnes que l'on rencontre. Quels sont les éléments qui existent et qui peuvent à la fois aider la sûreté de l'État pour obtenir des informations, mais qui aussi, dans un autre sens, et selon toi, qui questionnent les libertés individuelles et le respect des droits fondamentaux? Je ne vais pas répondre de manière ultra précise à cette question parce que je pense qu'un pénaliste serait mieux outillé que moi pour faire la différence au niveau de l'instruction pénale de l'information judiciaire. Ce qu'on voit, pour reprendre un peu la définition théorique du terrorisme, où le terroriste est finalement l'ennemi de l'État, mais c'est l'ennemi en temps de paix de l'État. Et donc, même si on est toujours en temps de paix, on n'est pas en temps de guerre, on va quand même avoir un droit d'exception pour les personnes qualifiées de terrorisme. Donc ici, j'ai parlé du fait que on pouvait se voir retirer son statut de réfugié, se voir interdit d'exercer une profession, mais aussi, une fois qu'on est condamné, on peut avoir des conditions de détention différentes. Pour faire ces enquêtes, ce sont les services de renseignement qui travaillent beaucoup. Ce sont ces services-là qui sont finalement les plus spécialisés. Et donc, on voit qu'il y a toute une série de choses qui ont été prévues exactement pour cibler ces ennemis de l'État et qui forment de plus en plus un droit d'exception, mais peut-être pas d'une manière, ce n'est pas codifié, on va dire de manière systématique, mais parcellaire à travers tout le corpus juridique. Au niveau de ta pratique maintenant, c'est peut-être une question qu'on doit régulièrement te poser, et peut-être que la réponse n'est pas toujours facile à comprendre, mais comment ça se passe au quotidien pour toi d'avoir des clients suspectés d'activités terroristes? Comment te positionnes-tu par rapport à cet aspect de ta profession? Mais déjà, quand on est avocat, on fait un serment de défendre des causes qui nous semblent justes. Donc si on se sent pas à l'aise pour défendre un terroriste, on n'est pas obligé de le faire. Donc au contraire d'un médecin qui, dès que quelqu'un est malade et vient le voir, il est théoriquement obligé de le soigner. Les avocats, on n'est pas tenus à ça. Il faut que pour que la défense soit la meilleure, qu'on estime que la cause qui nous est présentée est juste. Je parle bien de cause et pas de personne, parce que finalement, pour une même personne, je vais peut-être trouver que sa cause, dans un certain cas, est juste et dans un autre ne l'est pas. Et c'est finalement toujours, d'une certaine manière, la justice qu'on poursuit. Et à ce niveau-là, on dit toujours aussi qu'il vaut mieux avoir un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Et donc quelque chose auquel les avocats sont très attachés, c'est de s'assurer que leur client ne soit pas condamné pour des choses qu'il n'a pas faites ou qui ne sont pas prouvées qu'il l'a faites. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et dans ces procès de terrorisme, j'ai l'impression que c'est vraiment ce que mes confrères pénalistes essayent de faire le plus possible, c'est de s'assurer qu'on ne charge pas la barque et qu'on ne leur mette pas tous les maux du monde et qu'on ne dise pas qu'ils soient accusés de tout, qu'ils soient coupables de tout ce dont ils soient accusés, mais qu'on séquence bien de quoi sont-ils coupables, pourquoi, et s'assurer que la peine à laquelle ils seront condamnés est la plus juste possible en tenant compte de tout le contexte et pas juste du fait que c'est l'ennemi de l'État, c'est l'ennemi désigné, c'est le diable. Donc ça, c'est très important en ce qui concerne le procès pénal.
Maintenant, je vous l'ai déjà dit aussi, je ne suis pas du tout pénaliste, donc je ne suis pas dans ces procès, ces méga procès terrorisme. Par contre, moi je m'intéresse finalement aux liens que l'État continue à entretenir en dehors du procès pénal avec des personnes accusées ou condamnées de terrorisme. Par exemple, des détenus en ce qui concerne leur régime de détention. Alors comment est-ce que je peux défendre un détenu qui a été finalement condamné pour terrorisme, où là c'est sûr et certain, on n'est plus dans l'interrogation, mais c'est de se dire, mais même s'il a été condamné pour terrorisme, il purge sa peine, mais c'est pas pour autant qu'il doit la purger dans l'indignité, dans l'isolement le plus complet, etc., etc. Et donc on essaye de s'assurer que même les personnes terroristes continuent de pouvoir vivre dignement comme n'importe quel être humain, et qu'on ne puisse pas non plus être plus sévère qu'il ne faut avec eux, même après une condamnation. Tu expliquais que depuis les attentats de Bruxelles, les accusations sont alourdies ou renforcées. C'est quelque chose que tu observes au quotidien dans ta pratique ? En fait, ça s'est vu à travers des dossiers qui ne sont pas les miens, mais que j'ai pu en connaître avec des confrères, qui me disent, ben voilà, en première instance, il a été condamné à 5 ans, on a fait appel, pas de chance, entre-temps, il y a eu les attentats, et il a été condamné à 10 ans ou 12 ans avec une déchéance de nationalité, qu'on n'avait pas eu en première instance. Donc là, c'est vraiment des choses très concrètes qu'on voit dans des dossiers individuels, on se dit, à partir des mêmes faits, en gardant le même avocat, la même personne, on a pu arriver à des doublements de peine. Là, ça s'est un peu tassé dernièrement. Mais je pense aussi que les juges ont eu peur, surtout quand il y a eu beaucoup de départs en Syrie, beaucoup de retours depuis la Syrie, en se disant attention à ces personnes-là, il ne faut pas qu'on les relâche trop vite. Mais parfois, ils ont peut-être été trop sévères. Et là, je pense à cette déchéance de la nationalité. C'est en Belgique, c'est une loi qui date de 1932, qui n'avait quasi jamais été mise en application dans une procédure tout à fait exceptionnelle. Et justement, là, c'est utilisé de manière de plus en plus fréquente depuis un peu moins de 10 ans. Et donc vraiment en réponse au terrorisme islamique. Alors qu'en France, cette loi est récente, qu'il y a eu énormément de débats. En Belgique, il n'y a jamais eu de débat, et c'est une loi qui date finalement des heures les plus sombres dans la Belgique, les années 30, et on voit qu'on la met en vigueur depuis seulement le 21e siècle, donc c'est aussi assez interpellant. Je me permets de te poser la question parce que même si le terrorisme est défini d'un point de vue juridique, on touche énormément dans ces affaires à l'émotion, aux peurs. Nous avons tous des images mentales de certains événements dramatiques. C'est le chaos, le mal absolu. Il y a tout un imaginaire construit autour du terme terrorisme. Et pourtant, toi, justement, ton métier, c'est de vérifier à ce que l'État ne se pervertisse pas non plus, qu'il respecte les règles qu'il édicte, la procédure et donc l'État de droit. Oui, tout à fait. Et ça, je pense que la plupart des avocats ont quand même cet attachement à l'état de droit, et l'état de droit pour tout le monde. L'état de droit, c'est le fait que l'État respecte son propre droit, mais qu'il l'applique aussi à tous ces sujets d'une manière la plus égale possible. Et on essaye de s'assurer en tout cas que le droit qui est théorique et désincarné, qui est dans des codes, soit appliqué de manière concrète, de la manière finalement la plus juste possible. Et je reviens avec cet exemple de la déchéance de la nationalité, où pendant pratiquement un siècle, on n'a pas utilisé cette disposition, cette faculté. Et là, tout d'un coup, parce qu'on est vraiment touché en plein cœur de notre capitale belge, de notre capitale européenne, et dans plusieurs pays européens en même temps, où là, tout d'un coup, c'est devenu finalement indispensable pour l'État de déchoir des binationaux de leur nationalité belge. Donc là, on voit vraiment le côté qui peut être très émotionnel, et à partir d'un droit qui paraît très théorique aussi. Alors, dans les médias, bien souvent, quand c'est islamiste, c'est du terrorisme. Mais quand, par exemple, aux États-Unis, un extrémiste d'extrême droite tue plusieurs personnes, on appelle ça un tueur de masse. Et donc, il y aurait une tendance à distinguer le terrorisme qui serait forcément religieux et un tueur de masse qui serait d'extrême droite, là où nous pourrions tout aussi bien qualifier ce tueur de masse de terroriste d'extrême droite. Oui, complètement, je te rejoins tout à fait. Ça me fait penser à quelque chose justement, c'est que le terrorisme islamiste en fait concerne une minorité visible. Donc même si dans les djihadistes il y a 30% de convertis en général, les salafistes djihadistes sont visibles dans l'espace public parce qu'ils portent la barbe, parce qu'ils s'habillent d'une certaine manière,
parce qu'ils prient, etc. Et donc c'est une minorité qui est très visible, alors que la minorité d'extrême droite l'est beaucoup moins. Donc on pensait aux skinheads, etc., aux néo-nazis, mais finalement il y a beaucoup de terroristes d'extrême droite qui passent complètement sous les radars, donc là aussi la surveillance est tout à fait différente. Autre chose au niveau de la qualification, effectivement, je pense qu'il y a un biais clairement raciste de qualifier l'un de tueur de masse et l'autre de terroriste. Certains actes de terrorisme, par exemple, pour reprendre les États-Unis, la prise du Capitole, c'est normalement du terrorisme interne. C'est le fait de s'attaquer à des institutions, ça correspond en tout point à la définition du terrorisme, et pourtant, c'est extrêmement tabou de dire que les électeurs de Donald Trump sont des terroristes et les assimiler comme ça au terrorisme. Alors que, à l'inverse, le tueur de Nice, donc les attentats, ce qu'on a appelé l'attentat de Nice, avec la Wesh Boulel, où là, la dimension, la connotation idéologique était finalement, a été très débattue pendant le procès, même si lui était décédé, mais c'était pour savoir est-ce que les complices co-auteurs étaient complices co-auteurs d'infractions terroristes, donc il fallait quand même s'intéresser à la personnalité de la Wesh Boulel. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'était pas du tout... il s'est radicalisé, j'ai presque envie de dire, en 48 heures. Et donc, c'est un peu cette islamisation de la radicalité où il se dit, moi, je suis déjà quelqu'un de violent, je fume, je bois, je bats ma femme, j'ai besoin de sang, j'ai envie d'un bain de sang, je vais sur Internet, des bains de sang, où est-ce que je les trouve? Dans la propagande de Daesh. Et donc, Daesh a mis 3-4 jours à revendiquer l'attentat. Alors que le président François Hollande avait immédiatement qualifié ces événements d'attentats terroristes, alors que c'est un réel débat judiciaire de savoir est-ce que c'est du terrorisme ou non. Donc je pense qu'il y a clairement un biais raciste d'une certaine manière. Quand on travaille, quand on a des clients qui sont accusés de terrorisme, quand on travaille dans ce domaine-là, quels sont les obstacles que tu rencontres par rapport à la défense de tes clients, outre une opinion publique, j'imagine, très défavorable et très critique? Tu parlais, avec la sûreté de l'État, du secret qui existe et de l'entrave que cela peut représenter. Et ça, c'est le plus gros obstacle dans la pratique quotidienne, c'est l'accès au dossier. Donc la question de la transparence administrative, c'est une exception dans la loi. Quand j'ai pas accès au dossier, je sais pas contester ce qu'il y a dedans. Donc moi, je suis un peu les mains coupées. C'est pas qu'elles sont liées, c'est que vraiment elles sont coupées, je sais rien faire. Donc ça, c'est fort décontenançant pour un avocat. Une autre chose, c'est aussi toujours le risque pour les avocats dans ce genre de dossier d'être assimilé à son client. Donc le fait de défendre des personnalités finalement clivantes, on va nous associer au client, on va dire mais tiens, toi tu es l'avocate des terroristes, finalement tu n'as pas de problème avec les islamistes, etc. Tu n'as pas de problème pour toute une série de choses, alors que c'est pas vrai, j'adhère pas du tout à leur thèse. Mais on peut être fort assimilé à son client, alors que si je défends, je sais pas, quelqu'un qui a battu sa femme ou qui l'a tuée, enfin un accusé de féminicide, on va jamais me dire mais tiens, toi tu tues les tueurs de femmes, alors que si je défends un terroriste, on va dire si tu es de cette catégorie-là. Donc le fait d'être catégorisé comme avocat, parfois c'est un vrai problème, c'est vraiment un obstacle à l'indépendance de l'avocat de pouvoir être assimilé comme ça à ses clients. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt les deux gros obstacles, le secret et le fait qu'on nous assimile. Et donc je vais revenir sur les deux, mais concrètement, cela signifie que tu as des clients dont tu n'as pas accès aux données et donc pas accès aux outils, à certains outils pour les défendre. Ici, moi, j'interviens souvent dans la phase administrative, donc pas dans la phase pénale. Donc on n'est pas dans le procès pénal, évidemment, on a accès à tout le dossier, ça c'est les droits de la défense. Mais en matière administrative, si par exemple quelqu'un dit, la sûreté de l'État a dit de moi que j'étais islamiste, mais mon casier judiciaire est vierge, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'ils disent ça, j'aimerais qu'ils corrigent leurs propos, j'aimerais leur faire dire que je ne le suis pas, je ne sais pas le faire. Je n'ai pas accès au dossier, on me dit le dossier est classé secret, vous n'y avez pas accès. Alors que si quelqu'un me dit autre chose, mais tiens, telle administration a dit ça de moi, c'est une information qui n'est pas classée, je peux avoir accès au dossier, je peux aller faire tout un procès justement pour rectifier ces informations-là. Et donc ça, oui, c'est un réel obstacle. Et notamment quand je pense aux détenus, pour savoir lesquels est-ce qu'on met dans quel quartier, lesquels sont soumis à telle ou telle surveillance. On sait qu'il y a des fiches d'observation de ces détenus-là, mais on n'a pas accès à ces fiches d'observation. Donc moi, si j'ai mon client qui me dit « je comprends pas pourquoi je suis toujours
Dans l'aile qu'on appelait Deradex de la prison d'Ytre, donc c'était une aile dédiée aux détenus radicalisés identifiés comme prosélytes. Il dit mais moi je suis dans un processus de déradicalisation, moi je ne suis plus du tout en lien avec l'organisation terroriste, je ne comprends pas pourquoi on me laisse avec ceux-là, je ne comprends pas pourquoi je suis là, faites en sorte que je puisse être transférée, je n'ai pas accès aux fiches d'observation qui permettent à l'administration de les laisser là-bas. Donc c'est un réel obstacle, la question du secret. Oui. Et donc la question de l'indépendance touche au cœur même du métier d'avocat qui peut distinguer les régimes dits démocratiques des régimes autoritaires. Je pense notamment à la Turquie où si un avocat représente un individu accusé de terrorisme, il est lui aussi suspecté de terrorisme. Oui. Alors en Belgique on n'en est pas encore là heureusement. Mais par contre il y a des avocats belges qui n'ont pas pu voyager aux États-Unis parce qu'ils étaient assimilés à leurs clients. Donc ça, c'est notamment des clients soit qui sont en Belgique, soit des clients qui ont été extradés aux États-Unis, ils peuvent pas aller les voir. Moi, j'ai jamais visité les États-Unis, mais voilà, chaque fois qu'on me demande si je vais aller aux États-Unis, je réponds avec un petit sourire en coin en disant je ne sais pas encore s'ils m'assimilent à mes clients ou pas, ou si en n'étant pas pénaliste, je passe sous les radars. Donc voilà. Et peut-être la dernière question, il y a une indépendance, mais tu penses que la sûreté de l'État t'a dans ces petits papiers ? J'espère bien. Merci beaucoup Louise d'avoir répondu à toutes mes questions et merci à vous pour votre écoute. C'était un podcast proposé par Popex. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et à la partager. À très vite.